merci beaucoup, Stéphane. Une petite rectification. Là. Salomé n'est pas maître, mais elle est tout aussi pertinente. Alors, je la voyais sourire à l'arrière. Donc, rebonjour. Aujourd'hui, il nous fait plaisir de vous présenter nos recherches des dernières années qui portent sur les dirigeants dans les entreprises de services d'investissement. Alors, notre présentation se déroule en 3 temps. D'abord, on va vous parler du rôle des dirigeants dans la protection des épargnants et pourquoi ça nous amène à vouloir adopter une approche systémique pour assurer cette protection. On va vous parler de l'encadrement des dirigeants qui découle de la réglementation financière et on va vous offrir des pistes de solutions pour bonifier cet encadrement en vue d'améliorer la protection des épargnants. Alors d'abord, quand on parle de dirigeants, de qui parle-t-on? On inclut tous les membres du conseil d'administration, donc les administrateurs. On vise également les hauts dirigeants, donc que ce soit le directeur général et les vice-présidents, tout autre membre de la haute direction. Et on vise également, plus largement, tous les dirigeants qu'on a appelés dirigeants intermédiaires ou les surveillants de proximité au sein de l'organisation. Donc, peu importe le modèle d'affaires de l'entreprise, peu importe la grosseur de l'entreprise, par le terme dirigeant, on vise toutes les personnes qui ont des fonctions de direction, de gestion et de surveillance sur les activités de l'entreprise et sur son personnel, dont les représentants qui, eux, vont offrir des services directement aux épargnants. Alors, pourquoi s'intéresser à ces dirigeants quand on analyse la protection des épargnants? Bien, je vous soumets bien humblement que c'est parce qu'ils ont un rôle significatif dans cette protection. Et pour comprendre ce rôle, il faut savoir que nos études, qui sont basées sur l'étiologie des accidents et sur le Swiss Cheese Model, nous permettent de comprendre la séquence accidentelle type au sein des entreprises, donc la combinaison de défaillances, qu'elles soient individuelles ou organisationnelles, qui vont créer des trous dans les différentes composantes de l'entreprise et qui vont pouvoir laisser place à la trajectoire accidentelle, soit à la commission d'un manquement professionnel par les représentants. Pensons à des fraudes, à des détournements de fonds, mais aussi à des recommandations de produits qui ne sont pas adéquats pour le profil de l'investisseur ou encore à des produits dont les frais de gestion seraient trop élevés. Et donc, ces manquements-là, dans cette séquence accidentelle, ne seraient pas détectés ou ne seraient pas arrêtés par les surveillants et par le système de surveillance, ce qui mènerait malheureusement à des préjudices pour les épargnants. Nos études mettent aussi en lumière que tous les dirigeants jouent un rôle actif dans cette séquence accidentelle. Donc, leurs décisions et leurs actes peuvent interagir, peuvent se combiner pour mener à des défaillances organisationnelles, donc à des trous dans les composantes des entreprises, qui vont laisser place à un esprit qui va favoriser ou qui ne va pas décourager ou qui ne va pas permettre de détecter les comportements douteux des représentants et donc qui peut laisser place à une situation qui est préjudiciable pour nos épargnants. Pensons bien sûr à des pertes financières, mais aussi au stress et à l'angoisse qui peuvent être liés à tout ça. Donc, ce que je veux vous offrir maintenant, c'est quelques exemples de ces actes et de ces décisions provenant des dirigeants qui peuvent avoir un effet néfaste, soit par leur effet domino sur l'ensemble de l'entreprise ou encore venir affecter de façon spécifique des composantes dans l'entreprise. Alors d'abord, pensons au cas de l'adoption d'une politique de rémunération ou d'une politique de promotion au sein de l'entreprise pour les hauts dirigeants, les hauts dirigeants, les surveillants et les représentants, qui seraient axés davantage sur les intérêts et les profits de l'entreprise que sur les intérêts des épargnants ou sur leur traitement équitable. Bien ça enverrait un message, tone at the top, qui dit « Ici, on privilégie davantage les intérêts de l'entreprise ». Pensons aussi à une décision qui pourrait mener à une mauvaise allocation des ressources entre les départements au sein de l'entreprise, qui viendrait affaiblir le département, par exemple, de la surveillance et de la conformité, et donc on viendrait affaiblir la surveillance au sein de l'entreprise. Autre exemple, pensons à la complaisance dont peuvent faire preuve parfois les surveillants de proximité par rapport au comportement douteux des représentants. Et cette complaisance-là, elle peut venir de politiques de rémunération, de politiques de promotion qui affectent les surveillants ou encore de cette mauvaise allocation des ressources dont je vous parlais. Alors ça va venir affaiblir la détection des comportements qui peuvent mener potentiellement à une situation préjudiciable pour les épargnants. Donc, en bout de piste, les décisions et les actes de tous les dirigeants, du haut de la pyramide décisionnelle
aux surveillants de proximité jouent un rôle dans la séquence accidentelle et peuvent affecter ainsi la protection des épargnants. Et vous aurez compris que cet effet-là, il peut être positif. Il peut venir encourager une meilleure protection des épargnants, mais il peut aussi, à l'occasion, comme dans les exemples que je vous ai donnés, être néfaste pour cette protection. Alors, dans ce contexte, à la lumière de ce portrait et des études qu'on a réalisées, on estime que la réglementation financière doit prendre acte de ce rôle des dirigeants et doit adopter une approche systémique de la protection des épargnants. Alors, à cette fin, comme l'a mentionné précédemment la professeure Crête, on pense qu'il est important d'avoir un encadrement qui est intégré, un encadrement qui met en place des mesures professionnalisées qui prennent en compte le rôle de tous les acteurs qui influencent la protection des épargnants au sein des entreprises. Donc, on veut prendre en considération le volet individuel et organisationnel de cette prestation de service. Il faut donc intervenir auprès des représentants qui offrent directement le service aux épargnants, auprès des entreprises avec lesquelles les épargnants contractent pour obtenir les services et auprès des dirigeants pour les raisons que je viens de vous exposer. Mais qu'en est-il dans l'encadrement actuel? Bien, vous ne serez pas surpris d'apprendre que nos études démontrent que les représentants sont soumis à un encadrement professionnalisé et qu'on prend en compte leur rôle dans la protection des épargnants. Je vous dirais que c'est aussi le cas, dans une moindre mesure, et ce n'est pas parfait, je tiens à le préciser, pour les entreprises. Mais pour les dirigeants, eh bien, on va le découvrir ensemble. Alors, je cède la parole à ma collègue Salomé Paradis, qui va vous traiter de cette question-là. Donc, je vais faire une brève mise en contexte. Il faut se rappeler d'abord que les dirigeants exercent leurs fonctions au sein d'entreprises de services d'investissement qui sont inscrites dans différentes catégories. Il y a certaines catégories qui relèvent de la loi sur les valeurs mobilières, la LVM. Ça inclut le courtage en placement, le courtage en épargne collective et les autres courtiers et conseillers. Puis il y a d'autres catégories qui relèvent de la loi sur la distribution des produits et services financiers, donc la LDPSF. Ça comprend les cabinets en planification financière et les cabinets en assurance de personnes. Puis toutes ces entreprises sont soumises à l'encadrement de l'AMF et du TMF. Puis il y a aussi certaines entreprises qui sont soumises à l'encadrement d'un OR, comme présenté par la professeure Crête plus tôt. Donc, les intermédiaires du courtage en placement, eux, ils vont être éventuellement soumis à l'encadrement du nouvel OAR, mais pour le moment, ils demeurent encore soumis à l'encadrement de l'OCR-CVM. Les intermédiaires du courtier en épargne collective, eux aussi, seront éventuellement soumis à l'encadrement du nouvel OAR à terme, puis ce, même au Québec. C'est-à-dire, en fait, la Chambre de la sécurité financière, elle encadre seulement les représentants donc des cabinets en planification financière, en assurance de personnes, des courtiers en épargne collective, puis en études de plan de bourse. Puis finalement, là, sans être un OR, il y a l'EQPF aussi qui joue un rôle dans l'encadrement des planificateurs financiers. Donc, pour évaluer l'encadrement professionnel des dirigeants, il faut s'intéresser aux dirigeants de toutes ces catégories d'inscription-là. Puis, dans le cadre de la présentation, on va se concentrer seulement là, sur les entreprises qui offrent des services au Québec. On va regarder les 3 composantes clés de leur encadrement, c'est-à-dire le contrôle à l'entrée, l'intensification des normes de conduite et le processus disciplinaire. Puis c'est sûr qu'on va n'en faire qu'un survol aujourd'hui, mais sachez qu'on aborde ce sujet-là beaucoup plus en détail et d'une façon beaucoup plus nuancée dans le traité. Donc, je commence par le contrôle à l'entrée. Est-ce que les dirigeants doivent détenir un droit de pratique comme c'est le cas pour les représentants? Du côté de la LVM, certains dirigeants, oui. Je m'explique. Là, il y a 2 dirigeants, en fait, qui doivent être inscrits auprès de l'AMF, donc le chef de la conformité et la personne désignée responsable. Les fonctions du chef de la conformité, ça a pour but, en gros, de diriger la surveillance et la supervision du système de conformité de la société inscrite. Puis quant à la personne désignée responsable, elle supervise les mesures que la société prend pour se conformer à la législation, puis elle promeut aussi le respect en valeurs mobilières là, au sein de la société. Toujours du côté de la LVM, il y a certains dirigeants du courtage en placement qui doivent être autorisés à exercer leurs fonctions par l'OR. Donc, dirigeant autorisé, ça, c'est un terme qui signifie que ces personnes sont assujetties à l'éventail des dispositions qui s'appliquent aux personnes autorisées. Et donc, que l'OR a compétence pour les encadrer, puis même pour les sanctionner, là, comme on le verra plus tard. Ça inclut les administrateurs, les membres de la haute direction, le chef de la conformité, la personne désignée responsable, le chef des finances et les surveillants. Du
côté de la LDPSF, maintenant, il n'y a pas de dirigeants inscrits ou autorisés. C'est certain, par contre, qu'il faut que je précise que pour les cabinets en assurance de personnes qui sont aussi des assureurs, il y a une partie de leur corpus juridique qui vient avec leur statut d'assureur, puis ça ajoute une couche à leur encadrement. C'est pour le moment exclu de notre étude, là, mais on sait que c'est là. Ensuite, les normes de conduite. Les normes de conduite, ça constitue l'ensemble des principes juridiques et moraux qui régissent l'exercice d'une fonction. Puis, au-delà des normes de bonne foi ou de l'obligation de ne pas porter préjudice à autrui qui s'applique à toute personne, notamment en vertu du droit civil, puis même au-delà des obligations qui visent les administrateurs et les dirigeants des sociétés par action, on s'est demandé si la réglementation financière intensifie les normes de conduite à l'égard des dirigeants. En fait, il y a certains dirigeants qui sont soumis à des devoirs généraux de loyauté et de diligence, puis aussi à des normes spécifiques, là, des normes de conduite spécifiques à leur fonction, mais le degré d'intensité varie. Du côté de la LVM, d'entrée de jeu, là, la LVM ne prévoit pas de devoirs généraux pour l'ensemble des dirigeants, mais pour les dirigeants inscrits, donc pour les 2 dirigeants inscrits, on trouve dans la réglementation des normes accrues de surveillance, parce que les fonctions du chef de la conformité et de la personne désignée responsable sont définies sur cet aspect-là. Puis, dans l'ensemble, ces 2 dirigeants inscrits, ils doivent se soumettre aux normes de conduite qui s'imposent à toutes les personnes inscrites. Pour les dirigeants autorisés par l'OAR, leurs devoirs de loyauté et de diligence sont aussi intensifiés par des normes de bonne conduite générale. Puis, on retrouve dans les règles une grande prise en compte de leurs fonctions de surveillance aussi. Du côté de la LDPSF, la réglementation prévoit une intensification relative des devoirs généraux de loyauté et de diligence pour tous les dirigeants, mais outre ça, il n'y a pas d'autres obligations de conduite spécifiques. Ensuite, le processus disciplinaire, donc c'est un processus qui vise l'imposition de sanctions à l'égard des intermédiaires qui auraient manqué à leurs obligations. Est-ce que la réglementation financière prévoit un processus disciplinaire à l'égard des dirigeants? Comme elle le fait d'ailleurs pour les représentants et les entreprises, d'emblée, je vous mentionne que le processus disciplinaire pour les dirigeants est moins élaboré, là, vous l'aurez deviné. Donc, pour tous les dirigeants assujettis à la LVM, de base, le TMF peut faire 3 choses. Donc, il peut interdire à une personne d'agir à titre d'administrateur ou de dirigeant d'un courtier, puis c'est pour une période maximale de 5 ans. Il peut sanctionner le dirigeant si celui-ci aurait autorisé ou aurait permis une infraction, puis à ce moment-là, il peut être sanctionné selon les mêmes peines que l'auteur principal. Puis aussi, en théorie, le TMF peut imposer une pénalité administrative à toute personne, donc ce qui inclut les dirigeants, si cette personne-là aurait contrevenu ou aurait aidé à l'accomplissement d'une contravention à une disposition de la LVM ou d'un règlement. C'est d'ailleurs ces mêmes sanctions-là que le TMF peut aussi imposer là, sous la LDPSF à tous les dirigeants. D'une manière plus spécifique, pour les 2 dirigeants inscrits, le TMF a le pouvoir de retirer leurs droits qui leur sont conférés par leur inscription, puis il peut aussi leur imposer d'autres sanctions, là, comme un blâme. Puis pour les dirigeants de courtiers en placement autorisés par le CRCVM, cet organisme peut imposer toute sanction qu'il jugera adéquate là, selon les circonstances à toutes ces personnes autorisées. Puis ces sanctions prennent diverses formes. Là, ça peut être par exemple un blâme, une amende, une imposition de conditions, etc. Dans les faits, par contre, ces sanctions sont peu appliquées à l'égard des dirigeants. C'est ce qui m'amène au constat. Donc, ce que ces portraits que je viens de vous présenter nous permettent de dégager, c'est que l'encadrement des dirigeants est hétérogène. En fait, il y a des variations dans le contenu de l'encadrement, donc des variations dans le contenu du contrôle à l'entrée, de l'intensification des normes de conduite, puis même dans le processus disciplinaire. Par exemple, le droit de pratique, ça, c'est l'exemple le plus flagrant. En fait, il y a seulement 2 types de dirigeants qui doivent être inscrits auprès de l'AMF. Puis ça se retrouve seulement du côté des valeurs mobilières. Ensuite, il y a des divergences dans les fonctions visées. En fait, les fonctions visent avant tout le rôle de surveillance et de conformité plutôt que de direction et de gestion. Donc, comme on l'a vu, là, il y a des normes de conduite en matière de surveillance et de conformité, mais on constate qu'il y a des écarts marqués, notamment sur le plan de la gestion des conflits d'intérêts. Puis ça nous a amené à soutenir l'idée que l'encadrement des dirigeants devrait être bonifié. Plus précisément, c'est la professionnalisation de leur encadrement qui devrait être bonifiée.
parce qu'elle demeure, selon nous, considérablement moins élaborée qu'elle ne l'est que pour l'encadrement des représentants et des entreprises. Puis cette lacune-là a un impact sur la prise en compte du rôle des dirigeants dans la protection des épargnants. C'est donc dans le but de contrer ce maillon faible que la professeure Duclos va vous présenter nos pistes de solutions. Merci, Salomé. Alors, moi, j'ai droit à la partie sympathique, la partie des pistes de solutions. Alors, on regarde en avant. On veut réfléchir à comment prévenir les défaillances organisationnelles, comment prévenir les trous que je vous ai présentés tantôt au sein des composantes de l'entreprise qui sont nuisibles à la protection des épargnants. Donc, on veut professionnaliser davantage les dirigeants pour ce faire et on veut envoyer un message clair aux dirigeants quant à la conduite qui est attendue de ceux-ci au regard des épargnants et pas seulement de leur entreprise ou des actionnaires de cette entreprise-là, et on veut influencer leur comportement en ce sens. Alors, voici ce qu'on vous propose. D'abord, bien simplement, on propose de mieux éduquer les dirigeants en mettant en place un programme de formation pour tous les dirigeants. Et là, attention, on ne veut pas d'une formation qui s'intéresse seulement à la conformité aux exigences législatives et réglementaires, ce qui est déjà en place dans la plupart des organisations. Ce qu'on propose, c'est une formation qui présente aux dirigeants la nature professionnelle des services d'investissement, qui met en évidence les dilemmes auxquels ils sont confrontés, les dirigeants, dans l'exercice de leurs fonctions. On veut mettre en lumière le risque de conflit entre une culture d'entreprise commerciale, qui est traditionnellement davantage axée sur les produits, et de l'autre côté, une culture propre pour les services de professionnels, qui doit être axée davantage sur la primauté des intérêts du client. On veut également sensibiliser les membres de la direction à leur influence au sein de l'entreprise, à leur influence sur la séquence qui peut mener à des manquements professionnels. Et donc, dans l'ensemble, on veut leur faire prendre conscience, tant pour le côté positif qu'ils peuvent apporter que pour les risques d'effets néfastes de leur rôle sur la protection des épargnants. Comment le faire? Bien simplement, on pourrait, dans les lois ou dans les règlements, prévoir une obligation pour tous les dirigeants de suivre une telle formation, ou encore plus simplement, on pourrait imposer aux entreprises l'obligation d'offrir une telle formation. Ensuite, j'ai quelques propositions pour vous qui sont inspirées de ce qui se fait déjà de bien dans la réglementation financière, mais qui n'est pas étendue à l'ensemble des catégories d'inscription ou encore à tous les groupes d'acteurs. Alors d'abord, on propose d'imposer un devoir de loyauté et de diligence à tous les dirigeants. Et ça, ça nous amène à vouloir modifier la loi sur les valeurs mobilières pour qu'elle puisse reconnaître des devoirs généraux aux dirigeants envers les épargnants. Et on suggère pour ce faire de suivre l'exemple de la loi sur la distribution des produits et services financiers qui mentionne clairement que les dirigeants sont tenus d'agir avec honnêteté et loyauté dans leur relation avec leurs clients et d'agir avec soin et compétence, ce qui veut dire avec diligence. Alors ça permettrait d'envoyer un message clair que les dirigeants doivent se préoccuper des épargnants lors de l'exercice de leurs fonctions. Et ce message-là, on ne veut pas l'envoyer seulement aux dirigeants des entreprises qui sont assujettis à la LDPSF, on veut l'envoyer aussi aux dirigeants qui sont assujettis à la LVM. L'envoi d'un tel message, qui est général et qui est englobant, ça pourrait aussi servir de point de départ pour ensuite venir préciser la conduite qui est attendue des dirigeants en imposant des normes de conduite plus spécifiques. On propose également d'avoir des dirigeants inscrits en matière de conformité et de surveillance dans toutes les entreprises, ce qui nous amène à proposer ou à offrir une réflexion sur le fait qu'on pourrait, dans la LDPSF, reconnaître des catégories d'inscription pour les dirigeants qui ont des fonctions en matière de conformité et de surveillance, et pas seulement indiquer dans un guide que c'est favorable de le faire. Donc, de l'inscrire dans la loi, comme c'est fait dans la loi sur les valeurs mobilières pour la personne désignée responsable et le chef de la conformité. Donc, on pourrait alors venir définir leurs fonctions, leurs normes de conduite et leur imposer un processus disciplinaire. Qu'est-ce que ça permettrait de faire? Ça permettrait aux législateurs et aux autorités d'encadrement d'envoyer un message clair que la conformité et la surveillance, c'est aussi important pour les assujettis de la loi sur les valeurs mobilières que ceux de la LDPSF. Maintenant, dans le prolongement de la réforme actuelle, on propose qu'il y ait un OAR compétent applicable pour tous les dirigeants.
Je m'explique. Alors, ce qu'on propose de faire ici, c'est de partir du cadre juridique qui est imposé aux dirigeants autorisés par l'OCR-CVM en ce moment, puis éventuellement le nouvel OAR, et d'imposer quelque chose de similaire à l'ensemble des dirigeants. Ce qui voudrait dire d'avoir un cadre qui permet de reconnaître et de définir davantage de fonctions des dirigeants, notamment des fonctions de surveillance, comme c'est le cas en ce moment dans les règles de l'OCR-CVM, de définir et d'intensifier les normes de conduite, tant générales que spécifiques, et d'avoir un processus disciplinaire en cas de comportement répréhensible des dirigeants. Maintenant, comment le faire? Bien, on propose de soumettre les entreprises, toutes les entreprises et les dirigeants qui offrent des services d'investissement à l'encadrement d'un OAR. Alors, pour les entreprises et les dirigeants assujettis à la loi sur les valeurs mobilières, le nouvel OAR semble être une piste de réflexion intéressante, puisque les courtiers en placement y seront soumis, que les courtiers en épargne collective au Québec y seront soumis à terme, et qu'il y a déjà une réflexion des ACVM pour soumettre les autres catégories d'inscription du règlement 3103. Pour maintenant, les assujettis à la LDPSF. Bien, ce qu'on vous propose, c'est peut-être de réfléchir à repenser le rôle de la Chambre de la sécurité financière. Pourquoi pas lui donner un rôle étendu, de la même manière qu'en ce moment l'OCR-CVM et qu'aura le nouvel OAR, et de soumettre à son encadrement les cabinets en assurance de personnes, les cabinets en planification financière et leurs dirigeants. Ça permettrait de faire une pierre deux coups, d'améliorer l'encadrement des dirigeants, mais aussi celui de ces entreprises qui n'est pas le plus fourni. Alors, on pourrait faire plus encore, mais le temps nous manque. Sachez que je vous soumets qu'il serait important de porter une attention particulière à l'enforcement, parce que c'est bien d'avoir un cadre, d'avoir des normes, d'avoir un processus disciplinaire, mais si on veut que ça ait l'effet recherché, que ça envoie un message clair aux dirigeants, il faut qu'on le mette en application. Alors, en guise de conclusion, ce qu'on veut que vous vous rappeliez de la conférence aujourd'hui, c'est que la protection des épargnants, c'est l'affaire de tous dans les entreprises de services d'investissement. Que la réglementation financière doit envoyer un message clair en ce sens à tous les acteurs, incluant les dirigeants. Qu'en ce moment, la réglementation financière, elle envoie un bon message pour les représentants et elle ne fait pas trop mal pour les entreprises, mais celui qui est envoyé aux dirigeants est un peu partiel et hétérogène. Mais ce qu'on veut surtout que vous vous rappeliez, c'est qu'il y a des pistes de solutions pour bonifier le tout. On pourrait améliorer l'encadrement actuel des dirigeants en unifiant cet encadrement-là à partir des bonnes initiatives qui sont déjà en place. Et ça nous permettrait de prévenir ou de réduire les défaillances organisationnelles et, bien sûr, de contribuer à améliorer la protection des épargnants. Alors, simplement, si vous souhaitez en savoir plus sur le rôle des dirigeants, vous avez des références dans les présentations PowerPoint, une conférence qui est disponible sur YouTube, ainsi qu'un livre qui porte sur le sujet. Merci beaucoup.